Bonjour et bienvenue en tête-à-tête, l'émission de grandes interviews de France 24. Notre invité cette semaine est le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal. Merci beaucoup d'être parmi nous. Je vous remercie, c'est un honneur et un plaisir. L'Ukraine vient de conduire une opération inédite, très en profondeur sur le territoire russe, frappant 4 aérodromes militaires et ayant détruit un tiers de la flotte de bombardiers capables d'envoyer des missiles de croisière. Alors pourquoi maintenant, alors qu'il y a des négociations directes entre la Russie et l'Ukraine ? Pour nous, il s'agissait d'une opération militaire, simplement. Une opération militaire très ciblée, je dirais. Nous proposons un cessez-le-feu total depuis déjà 2 mois. Et les Russes ne sont toujours pas d'accord. Ainsi, ils continuent de nous attaquer, d'attaquer l'Ukraine toutes les nuits, tous les jours. Il y a chaque nuit des attaques de missiles, de drones sur des infrastructures civiles. Ils continuent leurs attaques. Nous n'avons donc pas eu le choix. Il a fallu détruire leurs capacités militaires et les empêcher d'être en mesure de continuer à perpétrer ces attaques avec des missiles de croisière sur le territoire ukrainien, sur notre population, sur nos enfants. Le monde entier est témoin de ces attaques nocturnes sur les infrastructures civiles et sur notre population. Il s'agissait donc d'une opération qui était nécessaire afin d'améliorer la sécurité dans le pays. Mais cette opération toile d'araignée prouve aussi que l'Ukraine est capable de s'infiltrer non seulement dans les régions frontalières comme Koursk et Bryansk, mais aussi loin que la Sibérie. Cela prouve que la Russie est bien plus fragile qu'on ne pense. L'innovation et les nouvelles technologies pendant cette guerre jouent un rôle crucial. Les drones, l'intelligence artificielle et la coopération occidentale ? Oui, absolument. Oui, ces technologies innovantes jouent réellement un rôle crucial dans le cadre de ces opérations et ces technologies aujourd'hui changent la donne sur le champ de bataille. Et je suis convaincu que l'Ukraine a beaucoup d'autres idées pour améliorer. Donc ce n'est pas juste un épisode, il pourrait se reproduire. Oui, nous continuons à travailler avec acharnement pour empêcher la Russie d'attaquer l'Ukraine. Vous voyez déjà les résultats dans la mer Noire. Des petits drones navals ont permis de libérer la mer Noire. L'Ukraine a sa propre flotte qui a pu libérer la mer Noire. Nous continuons donc de libérer notre espace aérien des bombardiers russes et nous allons également faire la même chose dans d'autres domaines, y compris sur le terrain. Est-ce que cela implique aussi faire sauter des ponts dans la région de Koursk? La Russie affirme que vous avez tué plusieurs personnes. Est-ce que l'Ukraine est derrière cette attaque? Aujourd'hui, les Russes propagent ce genre de message. L'Ukraine ne l'a pas fait? Nous allons voir, c'est à eux d'avancer les preuves. Mais vous pourriez dire c'est nous. Je n'ai pas d'informations sur ce sujet. Votre attaque, c'est aussi envoyer un message à vos alliés qui ont été hésitants à vous donner des armes de longue portée pour frapper la Russie, qu'ils doivent le faire maintenant. Le chancelier allemand dit qu'il n'y aura plus de limite sur la portée des missiles. Est-ce que vous pensez que c'est juste des paroles ou est-ce que c'est des actes? C'est une bonne nouvelle. D'un point de vue politique, c'est un bon message, mais nous attendons encore des équipements de longue portée. Nous en avons besoin pour neutraliser la logistique russe près de la frontière avec l'Ukraine. La Russie continue ses attaques contre Donetsk, Zaporijjia, la région de Soumy. Le seul moyen de les arrêter, le seul moyen de les dissuader et d'épargner beaucoup de vies, eh bien, c'est d'avoir des équipements de longue portée pour neutraliser leur logistique militaire. Alors, prenons l'exemple allemand. L'ancien chancelier Olaf Scholz refusait de donner à l'Ukraine les missiles Taurus de longue portée. Son successeur affirme qu'il va le faire. Est-ce que c'est arrivé? Est-ce que l'Allemagne vous livre ces missiles?
Nous sommes convenus avec l'Allemagne de ne pas communiquer publiquement sur notre coopération en matière de défense ou en affaires militaires. Je n'ai donc pas d'informations. Mais vous espérez que ça va arriver? J'espère que nous aurons suffisamment d'équipements de longue et moyenne portée en Ukraine grâce à nos partenaires occidentaux. Vous n'avez clairement pas assez de missiles patriotes. Oui, absolument. Mais est-ce que vous avez assez d'aide européenne? On a parlé de l'Allemagne. Est-ce que la France vous donne assez? Nous avons besoin du soutien de la France, du soutien de l'Allemagne, de l'Union européenne. Aujourd'hui, l'UE, avec l'Allemagne et la France, est le principal contributeur de nos capacités de défense. L'UE a donné le plus grand montant à l'Ukraine. Au total, ce sont 138 milliards d'euros qui ont été apportés à l'Ukraine depuis le début de cette guerre il y a 3 ans. Et notre objectif est de protéger la frontière est de l'Europe. C'est ce que nous allons faire. J'aimerais insister sur un point. Nous avons de l'équipement de très bonne qualité qui viennent de France. Des Sampé, des Crotale, aujourd'hui des Mirage 2000. C'est un équipement militaire parfait qui aide à sauver beaucoup de vies. Mais pas assez. Oui, ce n'est pas assez. Nous demandons plus. Nous demandons également à la création de joint ventures afin de produire de l'équipement très efficace. Ces équipements qui ont fait leurs preuves sur le champ de bataille. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui sera abordé lors des négociations aujourd'hui et demain en France. Nous souhaitons poursuivre notre coopération pour développer ces missiles, accélérer cette production en joint venture d'équipements militaires et de défense. Les pays européens ont aussi annoncé le possible envoi de troupes en Ukraine pour surveiller un cessez-le-feu. Est-ce que ça arrive ou pas du tout? Nous ne demandons pas une présence physique sur le terrain, nous ne demandons pas de soldats européens en Ukraine, nous demandons plus de munitions, des obus, des équipements militaires. Nous avons suffisamment de personnel, suffisamment de soldats pour protéger l'Ukraine. Donc vous ne voulez plus de troupes européennes en Ukraine? Il n'y a pas de force européenne aujourd'hui en Ukraine. Après un cessez-le-feu ou après un accord de paix, si les pays européens prennent la décision d'envoyer par exemple une mission de suivi, de surveillance, etc., nous pourrions en parler. Avant cela, il faut évidemment un cessez-le-feu, il faut la paix. L'Ukraine se dit prête à faire de grands pas vers la paix, mais on sait ce que la Russie veut. La Russie veut la Crimée, la Russie veut le Donbass, la Russie veut que l'Ukraine ne devienne pas membre de l'OTAN. C'est cela, les pas importants qu'il faut faire. Est-ce que vous êtes prêt à des concessions territoriales? Hier, mon président a annoncé toutes les conditions qui seront avancées lors des négociations à Istanbul. Tout d'abord, un cessez-le-feu total, comme nous le proposons déjà depuis 2 mois. Le rapatriement de tous les enfants ukrainiens déplacés et un échange de tous les prisonniers de guerre. Des deux côtés. Les autres conditions feront l'objet de discussions au niveau des dirigeants, à savoir entre le président Zelensky et Poutine, avec Donald Trump, peut-être avec le président Trump. Et pendant cette réunion, toutes les autres conditions seront examinées. y compris des concessions territoriales? Alors, pour l'Ukraine, c'est très important. Conformément à notre constitution, il n'est pas possible de discuter d'une quelconque concession territoriale. D'après Donald Trump, vous devriez. Nous ne reconnaîtrons jamais une occupation ou une cession de territoire. Le territoire peut être occupé, nous trouverons alors des solutions diplomatiques pour libérer ces territoires, mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il n'y a aucune décision de la part de la société ukrainienne selon laquelle il faudrait céder du territoire. Vous avez abandonné tout espoir de devenir membre de l'OTAN. Donald Trump a dit absolument pas. Peut-être aujourd'hui, mais qui sait? La Finlande, par exemple, et la Suède ont attendu 70 ans avant leur adhésion à l'OTAN. Une fois de plus, c'est dans notre constitution. 90% de la population ukrainienne soutient cette adhésion. Alors même si vous faisiez un référendum aujourd'hui sur l'adhésion à l'OTAN ou à l'UE, 90% de la population serait en faveur de cette adhésion. La société ukrainienne souhaite être membre de l'OTAN et membre de l'UE.
Il n'existe pas d'instrument politique aujourd'hui qui permettrait de supprimer cette partie de la Constitution. Ainsi, l'Ukraine va continuer à avancer vers son adhésion à l'UE. Nous avançons et nous avançons également d'une adhésion à l'OTAN. Nous sommes prêts à attendre. L'adhésion à l'Union européenne, c'est pour quand? Notre gouvernement a déjà approuvé 3 chapitres de négociation et nous espérons qu'ils seront ouverts durant le mois de juin et nous espérons que les 6 prochains chapitres seront ouverts au second semestre de l'année. Donc 6 chapitres devraient être ouverts cette année et ensuite nous devrons travailler avant qu'une décision politique soit prise sur l'adhésion. Rapidement, la question des biens russes gelés en Europe. Alors, l'intérêt de ces biens peut être utilisé comme collatéral pour acheter du matériel militaire. L'Ukraine veut que ces biens soient utilisés directement. Les pays européens s'y opposent. Il y a des problèmes juridiques, des problèmes politiques. Est-ce que vous pensez qu'il y a du mouvement sur ce dossier? Merci beaucoup pour cette question. Il y a 3 ans, nous avons entamé des négociations avec nos partenaires sur la confiscation de tous les actifs russes gelés. Ils nous ont dit que c'était impossible au départ, mais nous avons beaucoup échangé sur ce sujet. Nous avons beaucoup travaillé avec les différentes parties prenantes et aujourd'hui, nous avons 50 milliards d'euros sous forme de prêts ERA pour l'Ukraine. Donc, ce sont des prêts qui viennent des actifs russes gelés. C'était une première étape. Nous sommes en train de travailler sur la prochaine étape, une confiscation totale des actifs russes gelés. Est-ce bien réaliste? Je l'espère. Il y a une décision politique qui a été prise sur l'immobilisation. Et donc, il devrait y avoir une décision sur la confiscation. Pour l'instant, il n'y a qu'une décision politique. Il faudra ensuite trouver un moyen juridique de mettre en œuvre cette décision. C'est important, car, comme nous le savons, grâce à un rapport de la Banque mondiale, de l'UE et de l'ONU, la Russie a détruit des infrastructures et a causé beaucoup de dégâts en Ukraine à hauteur de 500 milliards d'euros. Ainsi, nous avons besoin d'énormément de ressources pour financer la reconstruction de l'Ukraine. Cela pourrait venir en moitié des actifs russes gelés et il y a également des entreprises européennes qui souhaitent peut-être investir dans la reconstruction de l'Ukraine. Cela peut développer l'économie européenne et soutenir notre pays. En conclusion, est-ce que vous êtes optimiste qu'il y aura un cessez-le-feu bientôt? Nous l'espérons. Nous travaillons dur en ce sens. Nous demandons à ce qu'il y ait des sanctions, une pression sur l'Ukraine. Nous travaillons sur le terrain également. Vous voyez les différentes opérations. Ainsi, j'espère que tout cela nous mènera vers des négociations et de bons résultats, à savoir un cessez-le-feu total et inconditionnel du côté de la Russie. La balle est dans le camp de Poutine. Nous sommes prêts depuis très longtemps à avoir un cessez-le-feu. Denis Shmyhal, merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci à vous d'avoir regardé cette émission dans Tête à Tête sur France 24.